Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, ce vendredi, en direct dans nos studios, nous recevons Christine Prigent. Elle est conseillère Europe Écologie Les Verts, membre de la commission, conseillère régionale, membre de la commission climat, transition et biodiversité. Elle est venue depuis le Finistère jusqu'au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Christine Prigent, il y a urgence, on le dit, on l'entend sur toutes les antennes aujourd'hui, il y a urgence. Le climat est déréglé, aujourd'hui c'est un fait. On parle de montée des eaux, on parle même de cataclysme, même sous nos latitudes. Au moment où s'ouvre presque, puisque c'est demain la COP26, est-ce que c'est la dernière chance ? Je dirais pas ça parce que je veux quand même... Oui, c'est la dernière chance, mais en même temps, je pense qu'il faut garder espoir. Je souhaite qu'il faut arrêter de faire des beaux discours, parce qu'on en a eu des beaux discours. Il faut vraiment écouter la jeune génération climat, qui agit, qui bouge, qui veut que les politiques internationaux bougent, parce que toutes les décisions qui ont été prises, on parle de la COP de Paris, au bout de 5 ans, il faut faire le bilan. Ça va être le cas en 2021, là, celle-ci. Mais en définitive, les promesses qui ont été prises n'ont pas été tenues. Les actes ne suivent pas et là l'ONU vient de nous annoncer qu'on était plutôt parti vers 2,7 degrés vu l'inaction des États. C'est un peu dramatique. Il faut garder l'espoir, mais il faut vraiment pousser nos politiques à agir véritablement. Alors il y a les politiques ici en France, il y a l'Europe, et puis il y a ces grandes nations, on pense à la Chine, on pense aux États-Unis, on pense aussi à l'Inde qui est un grand émetteur de CO2. Est-ce que ça va être facile de pouvoir discuter avec tout le monde dans un contexte économique tendu où l'économie passe souvent, il faut bien le dire, avant le climat ? Alors l'économie passe avant le climat, mais on sait aussi que agir pour le climat aura des répercussions sur l'économie, mais des répercussions positive, c'est-à-dire que ça va des créations d'emplois, c'est aussi ne rien faire. Par contre, ça va pénaliser l'économie. On a bien vu les quantités, les milliards qui sont dépensés lors des cataclysmes, et je ne parle pas de l'économie qui s'arrête complètement quand il n'y a plus de route, quand il y a des incendies, on a bien vu en Californie. Je crois que les Américains, par exemple, commencent vraiment à bouger parce qu'ils sont touchés dans leur chair, quoi. L'Australie, on a plus de mal, on les voit pas tellement évoluer. La Chine bouge. La Chine bouge, elle est obligée de bouger. Bon, voilà, on voit que les centrales à charbon en Chine, il y en a beaucoup qui sont à l'arrêt. Résultat, ils n'ont plus d'électricité pour faire tourner leurs industries. Bon, c'est sûr qu'on va avoir une période intermédiaire là qui va être compliqué parce qu'il faut agir, mais du coup on remet en question tout le fonctionnement actuel de l'économie mondiale. Les conséquences, oui, ça peut pénaliser, et puis évidemment les plus précaires, les plus fragiles, et les pays les plus fragiles. Parce que là, aujourd'hui, je sais que les pays les plus fragiles ne sont pas pour beaucoup à la COP, parce que justement, avec la pandémie, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais il y a certains pays qui sont bon, j'entends un reportage sur l'Indonésie, c'est catastrophique, quoi. Là, c'est les pays qui sont condamnés à court terme, quoi. On a le sentiment, finalement, qu'il faut qu'un pays, qu'un territoire soit touché par un cataclysme. Vous faisiez allusion à la Californie tout à l'heure, aux incendies entre autres. On l'a vu aussi en Australie. Et pourtant l'Australie mise encore aujourd'hui sur le charbon. C'est incompréhensible. Enfin, je ne comprends pas les Australiens. Et le charbon, et puis les autres mines. Et les Australiens, comme ils n'ont pas assez chez eux, ils viennent chercher chez nous. Donc on a eu des oppositions pas dans le secteur ici, par rapport justement aux mines. Donc il faut arrêter toutes ces énergies fossiles, il faut passer à autre chose, il faut inventer autre chose. Et c'est pour ça que je fais confiance à la génération climat, aux jeunes. Ils ont des idées, ils ont d'autres savoir-faire. Il faut absolument que tous ces pays changent. Alors, je ne sais pas si les cataclysmes suffiront, mais l'impact économique, l'impact financier peut les faire évoluer dans le bon sens. Voilà, finalement, si le portefeuille est touché, ça fait réagir. Vous parliez des jeunes à l'instant, Christine Prigent. Il en vient souvent au micro de la matinale, qui s'engagent en politique, qui ont envie. Beaucoup s'engagent d'ailleurs pour le climat, quelle que soit d'ailleurs la sensibilité politique. J'imagine que pour vous, c'est une bonne nouvelle, le fait que cette jeune génération fait bouger les choses. On l'a vu aussi avec ces manifestations pour le climat qui durent toujours d'ailleurs.
Je pense que si on n'a pas les jeunes, c'est fichu. C'est-à-dire que les gens de ma génération, nous on se bouge depuis l'adolescence. Enfin moi personnellement depuis l'adolescence. Je ne voulais pas faire de jeunisme. mais je sais qu'il y a eu une période où on voyait plus on voyait pas la relève. Et là aujourd'hui, elle est là. La relève, elle est là. En même temps, les enjeux sont fondamentaux. Leur avenir est véritablement en jeu et c'est formidable. Ils auront besoin de nous aussi parce qu'on a un savoir-faire, parce qu'on a l'habitude, mais on a absolument besoin d'eux et on compte sur eux. Alors, justement, aujourd'hui, on voit aussi un autre aspect des choses. Avant, on disait « il se peut qu'il y ait un changement climatique ». Aujourd'hui, le « il se peut » a été remplacé par « il y a un changement climatique ». Changement sémantique, donc, aussi dans les médias. On en parle souvent de ce changement climatique sur toutes les antennes, y compris ici à Bretagne 5. Et on a vu ces reportages sur l'érosion, sur la montée des eaux, ces rapports alarmistes et ces photomontages, puisqu'aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire, ces photomontages, que ce soit en cartographie ou véritablement des photos de villes ou de zones côtières, qui ont interpellé particulièrement la semaine dernière, c'était chez nos confrères de France Info. Oui, les conséquences vont être très violentes. Alors ici en Bretagne, je dirais entre guillemets, on est un peu épargné parce qu'on a un climat très tempéré avec une atténuation océanique qui fait que on n'a pas des gros pics de chaleur. Bon après, j'entendais hier soir dans l'émission de France 2 là, et disait que ça risquait d'être la Bretagne le lieu de rendez-vous de toute la population de la côte méditerranéenne, la Riviera bretonne. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je sais que en Bretagne on aura moins d'impact, mais on aura quand même une montée des eaux et ça c'est certain. On a déjà on voit bien, les vents ont un peu tourné, les vents sont plus souvent est, et donc au niveau du climat, ça a déjà un peu changé. On voit bien qu'on a des périodes de longue sécheresse et des périodes de grosses pluies. On n'a plus les 4 saisons comme on pouvait avoir. L'intersaison finalement. Le petit crachin breton, il nous manque. mais c'est vrai qu'on a des gros épisodes pluvieux. Après la montée des eaux, oui, ça c'est certain. Que faire je sais pas, il va falloir s'adapter parce que en fait, on a 2 choses à faire. C'est diminuer l'impact avec les gaz à effet de serre, mais l'adaptation, c'est le deuxième volet, quoi. C'est vers là qu'il faut aller. Alors, vous disiez à l'instant, Christine Prigent, que la Bretagne, elle est un peu courue. Ça pose aussi des questions de population. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors, on parle des migrants dans un autre registre, mais on a aussi ces migrations climatiques qui vont arriver. Comment on va pouvoir accueillir ces populations? Là, on est sur un autre domaine, mais qui touche finalement aussi l'écologie et l'accueil de ces populations. On ne pourra pas accueillir tout le monde. Il va falloir trouver des solutions. Alors, c'est sûr, on parle de 400 000 personnes en plus en Bretagne, ça va, c'est énorme. Est-ce qu'il faut construire à tout va? Je pense pas. Bon, après, il y a toute une réforme à avoir au niveau de l'habitat. Nous avons fait une proposition de travailler sur le statut de résident, donc une réflexion à lancer sur le statut de résident, c'est-à-dire limiter l'impact des résidences secondaires, parce que en fait, dans plein d'endroits, les habitants ne peuvent pas se loger parce qu'il n'y a plus de logement. On préfère louer à la semaine pour les touristes que louer à l'année aux jeunes qui travaillent sur le territoire. Donc il y a une réflexion engagée sur cet aspect-là du logement par rapport aux résidences secondaires. Après, les personnes qui veulent venir vivre chez nous, on ne va pas leur interdire de venir, évidemment. Donc, oui, il y a tout un travail à faire parce qu'on aura aussi des pénuries d'eau, ça c'est certain. On le sait sur la partie Ille-et-Vilaine, on sait que c'est fragile. Sur le Morbihan aussi, ça arrive régulièrement. Il y a les stations d'épuration, tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir. Il n'y a pas que le logement, il y a tout l'impact que ça aura parce qu'il ne faut surtout pas continuer à manger de la terre agricole. On en a trop besoin de la terre naturelle, quoi. Alors, voilà, alors justement, je disais en commençant, Christine Prigent, vous êtes conseillère régionale. On sait que la région est très attentive, la région Bretagne s'intéresse à ce volet écologique et cette réflexion autour. Alors là, c'est un peu transpartisan d'un autre côté. Alors maintenant, il y a quelques résistances, c'est la politique. Mais on voit aussi qu'il y a des réalités, par exemple, ne pas, évidemment, de consommer de terres agricoles, mais il y a des réalités, vous le soulignez, du logement. On lisait ce matin dans la revue de presse chez nos confrères de
télégrammes que aujourd'hui, eh bien, ça devenait difficile de se loger à Brest parce que l'immobilier a explosé. En tout cas, les coûts de l'immobilier ont explosé. Là aussi, des conséquences des gens qui viennent. Alors, il ne s'agit pas, comme vous le disiez, de ne pas les accepter, mais là aussi, il va falloir réguler. Il va falloir se donner les outils, demander plus de décentralisation pour obtenir les outils de la part de l'État. Oui, c'est sûr. Et je crois qu'il faut, reconstruire, repenser nos villes, repenser nos villages, parce que les gens qui viennent veulent aussi vivre plus en milieu urbain, semi-urbain. Donc il faut repenser tout notre aménagement du territoire. C'est une vision globale, c'est pas au coup par coup. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal avec certains maires qui veulent absolument développer leur commune, continuer les lotissements et s'opposent à cette histoire de zéro artificialisation. Il faut vraiment que ça soit un travail pédagogique, mais au niveau territorial, au niveau du territoire de la Bretagne, parce que c'est un tout. C'est un tout. Alors, il y a aussi des questions d'énergie. On ne va pas passer à côté. Aujourd'hui, il y a une grande réflexion autour de l'énergie. On parle beaucoup ici en Bretagne de méthanisation. Ça ne fait pas l'unanimité, en particulier chez vous, chez Europe Écologie Les Verts. Alors, méthanisation, il y a méthanisation et méthanisation. C'est-à-dire que les gros projets industriels, non. Non, autant dans des petites méthanisations, pourquoi pas. En fait, la méthanisation, on ne veut pas que ça devienne un second métier pour les agriculteurs. Si c'est faire des productions de maïs, comme ça se fait en Allemagne, on fait des hectares de maïs pour faire tourner les méthaniseurs, ça n'a plus aucun sens. Nous, on veut bien un peu de méthanisation, donc 3-4 agriculteurs qui se regroupent, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un budget d'1 million d'euros. C'est énorme, quoi. Donc, quelques agriculteurs avec peut-être des collectivités, parce qu'ils ont aussi des déchets verts, pourquoi pas. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans ce qu'on appelle des usines à gaz, quoi. C'est le cas de le dire. L'énergie, c'est une grande préoccupation aujourd'hui pour les Français, pour les Bretons. Il y a une grande précarisation, on le voit avec l'augmentation des coûts de l'énergie en règle générale, alors que ce soit les carburants, mais là, bon, je crois que Europe Écologie Les Verts a vraiment envie de faire une transition vers autre chose que les carburants, j'allais dire ordinaires, sans faire de jeu de mots avec l'essence, l'ordinaire n'existe plus. Mais également, on voit avec l'énergie électrique qui, selon un rapport de RTE, va bondir la demande en énergie électrique. Comment arriver à produire, par exemple, de l'énergie électrique constante, disponible et accessible en termes de coûts, et en même temps arrêter les centrales nucléaires. Vous voyez où je veux en venir? Oui, déjà oui, nous on est pour l'arrêt du nucléaire. Alors pas demain, parce qu'évidemment il y a toute une période de transition à mettre en place, mais je pense qu'avec un mix, parce que c'est ça en fait, il faut pas. Souvent les opposants nous disent on est contre ci, on est contre ça. Nous on est pour un mix énergétique, c'est-à-dire prendre. Vous parliez de méthanisation, pourquoi pas un peu de méthanisation, de l'éolien, du solaire, l'énergie marine, des hydroliennes, tout ce qu'on peut, et surtout la sobriété et l'efficacité. C'est-à-dire que continuer à chauffer les petits oiseaux dans des passoires thermiques, il faut arrêter ça. Et surtout, ce sont les personnes les plus précaires qui se retrouvent dans cette situation. Donc produire de l'énergie, produire de l'électricité ou du gaz naturel, mais avec différents projets et pas obligatoirement des centrales. C'est-à-dire que plus les productions d'énergie sont proches des territoires, moins il y a de pertes. Moins il y a de pertes, donc du coup, on est beaucoup plus efficace. Et puis, si les logements sont rénovés, si les véhicules sont de faible consommation, tout le monde est gagnant. Alors, le président de la République a présenté son plan France 2030 avec un retour en force, pardonnez-moi, mais de l'énergie nucléaire, avec ces petits réacteurs qu'on pourrait avoir. Alors, je mets entre guillemets pas très loin de chez soi. Pour vous, c'est une fausse bonne idée? Très. C'est catastrophique. Parce que moi, quand on me dit petite centrale, moi je pense à Brennilis, la centrale nucléaire de Brennilis, c'est pas très loin de chez moi, que je connais depuis les années 70, je l'ai vu construire, et là je la vois en déconstruction. Alors à l'origine, la centrale de Brennilis, c'était une vitrine du démantèlement des centrales nucléaires en France. Bon, ils n'en parlent plus de la vitrine, parce qu'en fait, ils savent pas faire. On arrive peut-être en 2040, elle sera démantelée, peut-être. C'est-à-dire des dizaines d'années à un coût qui ne fait qu'exploser, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire continuer à faire des centrales nucléaires qu'on ne saura pas démanteler, on ne sait déjà pas que faire des déchets, continuer à en faire d'autres, c'est monstrueux. Après, on nous parle de l'EPR, donc là, il est question d'en faire 6. Le premier, il ne sait pas le faire, on est à 10 ans de retard.
16 milliards d'euros en plus du budget prévu. Non, et je pense que ces milliards-là, il faut les mettre dans autre chose. Déjà, il faut faire comment ils appelaient ça, c'est pas le ravalement de façade, mais la remise en état de toutes les centrales nucléaires qui aujourd'hui sont en fonctionnement et commencent à être sérieusement vétustes. C'est pour ça que nous, on demande aujourd'hui que pour les années 2030-2040, toutes les centrales nucléaires en France soient à l'arrêt. C'est-à-dire, on commence par les plus anciennes et on termine par les plus récentes qui, pour 2040, seront arrivées en bout de course de toute manière. Alors, Brenedy, c'était EL4 pour les passionnés de technologie. C'était un réacteur qui était la vitrine, là aussi, dans une autre époque du nucléaire, de l'industrie nucléaire française. Donc, effectivement, arrêté depuis le milieu des années 80 et en cours de démantèlement, qui sert aussi peut-être un petit peu de laboratoire pour le démantèlement, selon EDF. On a vu aussi les centrales nucléaires s'arrêter dans d'autres pays, l'Allemagne. Mais alors, l'Allemagne a été obligée d'acheter de l'énergie aux voisins, à la France en l'occurrence, et a remis aussi quelques centrales à charbon ou avec des énergies qui ne sont pas forcément les moins polluantes en marche. Et là, on a un petit peu montré du doigt les Verts allemands. Il faut éviter cette situation en France, entre autres. De toute façon, on est obligé d'arriver à un mix et à une période transitoire qui nous obligera à prendre un peu de tout. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on ferme les centrales nucléaires demain. C'est pour ça qu'il faut des années de transition. Ça fait depuis les années 70, on est dans le tout nucléaire en France. On ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. On est le pays le plus nucléarisé du monde. C'est pas nous qui avons le plus de centrales, mais rapporté à la population, on est le pays le plus nucléarisé. Donc évidemment, il nous faudra plus de temps que nos voisins, mais il ne faut pas traîner parce qu'il y a quand même des risques majeurs. On a vu Fukushima, Tchernobyl, c'est trop dangereux. C'est vraiment une énergie dangereuse. On parlait de la montée des eaux. On a quelques centrales qui peuvent être menacées. On imagine la centrale du Blayais en Gironde, qui est au niveau de la mer. Ce serait ces centrales-là qu'il faudrait fermer d'abord, celles qui sont les plus menacées. Je vous dirais, toutes les centrales sont au bord soit de la mer, soit d'un cours d'eau, parce que le long du Rhône, il y en a aussi plusieurs. Quand le Rhône est presque, pas sec, mais à un étiage trop faible, les centrales ne peuvent plus puiser l'eau pour refroidir le réacteur, parce qu'ils vont réchauffer davantage encore le milieu de l'eau du Rhône, et donc la biodiversité va prendre un coup. Donc le problème, c'est que toutes nos centrales ont besoin d'eau. Et en période de sécheresse ou d'inondation, ça peut être assez catastrophique. Alors, on parle aussi beaucoup d'une nouvelle énergie, l'hydrogène. Alors, nouvelle, entre guillemets, elle est connue depuis très longtemps, mais ce serait finalement une sorte d'énergie un petit peu miraculeuse qui ne pollue pas, mais qui va quand même demander beaucoup d'électricité pour être produite. Il faut beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène. Et là encore, comment va-t-on faire si on arrête les centrales? Voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Oui. Alors, l'hydrogène, c'est vrai que c'est une énergie qui est... Bon, aujourd'hui, on s'y intéresse de nouveau parce que c'est vrai que, comme vous disiez, on la connaît depuis très longtemps. C'est très compliqué parce qu'il faut la stocker, dans des, je sais plus comment dans des piles, en fait. Ouais, dans des queues. Et il faut la compacter. Donc, pour des véhicules, par exemple, des petits véhicules, d'après ce que j'ai pu en lire, c'est trop compliqué et ça serait trop volumineux pour les faire fonctionner des véhicules. Par contre, peut-être pour des plus gros transports, par exemple, je voyais sur des trains ou des choses comme ça. Ça a été testé déjà sur des trains. Et peut-être, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas du tout au point. Il y a vraiment des études assez importantes à faire de façon à... Parce que si ça coûte plus cher en électricité de produire l'hydrogène et qu'après il faut la stocker ou l'envoyer ici et là, non. Pour le moment, c'est des études, c'est intéressant, C'est intéressant et je crois qu'il ne faut pas se priver. Il faut aller chercher partout parce que c'est vrai que si on pouvait faire fonctionner tous nos véhicules avec de l'eau, quelque part, ça serait pas mal. Mais bon, c'est pas encore au point et on peut pas généraliser. Aujourd'hui, les Verts ne sont pas anti-technologie. On vous a souvent pointé du doigt en disant oui, on revient à la bougie, c'est ce qu'on a entendu, même dans la bouche de plus illustres des Français. Mais non, finalement, il faut s'adosser aux technologies. Ah, tout à fait. On peut pas s'en passer. C'est vrai qu'on nous a souvent traités de passéistes, oui, le fameux retour à la bougie, c'est complètement faux. En fait, on a besoin des nouvelles technologies pour avancer, pour progresser. On a besoin de la science. Mais après, il ne faut pas non plus jouer aux apprentis sorciers. C'est pour ça, pour nous, par exemple, le nucléaire, c'est jouer aux apprentis sorciers. On parle des déchets, on parle des accidents. On a des technologies qui ne sont pas au point. Je parle de l'hydrogène, on parle de la méthanisation. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à voir. Bon, là, aujourd'hui, on travaille sur les courants marins, tout ça. C'est pas encore tout à fait au point, tout ça. On y arrive, mais
il faut avancer, il faut aller chercher dans le futur. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur les jeunes aussi, parce que les jeunes, ils ont des idées que nous, on n'a pas eues. Jeune génération très technophile. Voilà. Alors, on va parler d'un sujet qui fâche les éoliennes. On en entend beaucoup parler dans la presse aujourd'hui, ici en particulier dans les Côtes d'Armor et pas seulement. Les éoliennes décriées sur terre, décriées en mer. Qu'est-ce qu'on en fait de ces éoliennes ? Alors, en fait, le problème, moi, dans ma commune, il y avait un projet d'éolienne qui, pour le moment, est un peu en stand-by, parce que, justement, il y a une association contre ça. Et la première question que j'ai posée à l'association, aux opposants aux éoliennes, qu'est-ce que vous voulez comme énergie ? Comment voulez-vous avoir votre électricité parce que vous en avez besoin ? Et là, il n'y a pas de réponse. Et c'est ça le problème, c'est que personne ne veut rien près de chez lui, parce vous m'interrogeriez sur les déchets, ça sera la même chose. Personne n'en veut près de chez soi. On veut des déchetteries, on veut du tri, mais on veut pas à côté de chez soi. Et on veut pas d'éoliennes, on veut pas de rien, parce que je suppose que quand le président Macron va nous proposer ses centrales nucléaires, personne n'en voudra dans son jardin. On va se rappeler Plogoff quand même en Bretagne. Voilà, oui, c'est des bons souvenirs. Mais les éoliennes, il faut... Alors, l'acceptabilité, je pense qu'on peut aussi travailler avec les populations. Parce que moi, je connais plein de projets, les ailes de Beltane, c'est ça ? C'est Beltane ? Où les citoyens sont financiers. C'est eux qui portent les projets. Et il y a plein d'endroits en France où ce sont les citoyens, pas tout seuls, souvent avec les collectivités, plus un porteur de projet, un industriel. Et là, il y a beaucoup moins d'opposition, parce qu'en fait, c'est une énergie qui est produite, qui sert aux personnes, et le financement revient après sur le territoire. C'est parfait. Alors justement, ces éoliennes, on en parle, je le disais tout à l'heure, à propos de la baie de Saint-Brieuc, on ne veut pas d'éoliennes en mer. Là, il y a une forme de grand écart, pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu fort, mais comment préserver la biodiversité, accepter un chantier qui est très compliqué, on l'a compris, qui a peut-être même un peu échappé aux promoteurs en question, à savoir Elmarine, de par la dureté des fonds marins, ne serait-ce que cela. Comment arriver à, j'allais dire, continuer le projet, mais à la fois le rendre... vert, pardonnez-moi, je mets là encore les guillemets. Comment faire ? Comment arriver à faire le mix, là, pour le coup, des deux ? Alors nous, on s'est beaucoup penché sur ce qui s'est fait ailleurs, parce qu'en fait, en France, on a pris beaucoup de retard. Nos voisins belges, ils ont, je ne sais pas si c'est pas 400 éoliennes en mer, qui fonctionnent depuis des années avec des pêcheurs autour. En Écosse, il y a beaucoup d'éoliennes en mer. Je crois qu'il n'y a pas trop de pêche dans ce coin-là. Mais ici, effectivement, il faut que les gens se parlent, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites de part et d'autre. Il faut que les gens se parlent, parce que pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de dialogue. Le projet a été très long à monter, finalement. Ça fait 10 ans, mais c'est souvent le cas. C'est des projets qui sont très longs. Et il est venu d'en haut, il est venu de l'État. C'est-à-dire que la région, aujourd'hui, essaye de retisser les liens du dialogue, mais le projet est venu de l'État. Et pendant 10 ans, il s'est passé des choses, mais pas toujours très claires. Ça manquait de transparente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, la région a démarré des rencontres avec différents interlocuteurs pour retisser du dialogue. Après, pour ce qui est de la biodiversité, effectivement, nous, en tant que protecteurs de l'environnement, en tant qu'écologistes, la biodiversité, c'est quelque chose qui, pour nous, est essentiel. On est conscient que du temps des travaux, il y aura un impact sur la biodiversité, c'est une évidence. Mais toutes les études prouvent qu'au bout d'1 an, 2 ans, la vie revient. Et même, alors on a lu des études sur ce qu'ils appellent l'effet récif, c'est-à-dire que l'infrastructure au sol crée des récifs, on va dire, et donc la vie est encore même plus importante qu'elle n'était avant, sachant qu'il y a des endroits en plus où ils pourront pas pêcher parce que juste au pied du pylône ils peuvent pas y aller, et du coup là ça crée des nurseries ou des choses comme ça, et du coup la population se répand au-delà. Donc a priori ça pourrait même être bénéfique pour la pêche à terme. Voilà, donc vous surveillez, j'imagine, de près le dossier chez Europe Écologie Les Verts. On parle aussi, il nous reste un petit peu moins de 4 minutes, 3 minutes. J'aurais voulu vous entendre également sur l'énergie du quotidien. On en parlait tout à l'heure en commençant, les difficultés des Français, des Bretons pour payer leur électricité, cette précarité énergétique. Alors, d'une façon un peu plus politique, est-ce qu'il faut laisser l'énergie, en tout cas l'électricité, le kilowattheure, le prix du kilowattheure est négocié sur le marché, ou est-ce qu'il faut faire preuve d'un peu plus de protectionnisme ?
Alors oui, c'est vrai que c'est un problème complexe. En plus, le prix de l'électricité est basé sur le prix du gaz. C'est vrai que c'est un peu un non-sens, surtout qu'en France, comme c'est l'électricité nucléaire, on n'est pas vraiment lié au gaz. Mais C'est une directive européenne, je crois. ouais, c'est ça. Alors bon, c'est vrai que le prix de l'énergie, on va pas y couper. Justement, il y avait Thomas Piketty ce matin qui disait que effectivement, on peut arriver à plus de 15% d'augmentation, que ça soit en renouvelable ou en nucléaire, parce que le prix du nucléaire n'est pas suffisamment pris en compte. La remise en état de toutes les centrales, les milliards que ça va, Et ça le va démantèlement. et les démantèlements. Donc effectivement, le prix de l'énergie va augmenter. Alors aider les foyers modestes, je pense que c'est une bonne chose. Yannick Jadot propose 400 euros, un chèque de 400 euros pour les 5,8 millions familles en précarité. Bon, ça peut être une solution, et c'est vrai que nous, on met l'accent sur la sobriété, c'est-à-dire la non-consommation. C'est-à-dire mettre un plan d'action gigantesque sur la rénovation. Ça crée de l'emploi, la rénovation thermique des logements, ça crée de l'emploi, et puis ça donne un confort de vie pour les personnes. Plutôt que de donner des chèques pour chauffer les petits oiseaux, bon, ils ont peut-être besoin de chaleur aussi, les oiseaux, mais je pense que ça serait de l'argent qui serait plus utile. Alors, on va presque se quitter, Christine Prigent. On est dans un contexte aujourd'hui politique, social, compliqué à l'arrivée de cette élection présidentielle. Vous voyez où je veux en venir. Et puis, il y a aussi les élections législatives qui arrivent. Vous n'avez pas coupé à ma question traditionnelle avec mes invités politiques qui sont sur les territoires. Est-ce que vous allez vous présenter est-ce que vous serez candidate, en un mot, aux législatives ? Je viens d'être élue au Conseil régional de Bretagne, et donc je suis fière, et j'ai beaucoup de travail. Donc effectivement, les élections législatives, on y travaille sérieusement. On est dans une... On va reprendre un petit peu le travail qu'on avait fait avec les autres partis écologistes. Ça avait super bien fonctionné, particulièrement en Bretagne, avec notre liste Bretagne d'avenir. Donc on continue de travailler avec toutes ces personnes-là. Rien n'est acté, rien n'est décidé pour encore. On travaille, on essaie d'avancer. On travaille aussi, on monte des comités de campagne pour Yannick Jadot pour la présidentielle. C'est vrai que les deux élections vont être obligatoirement liées, mais on veut en fait... On veut maintenir cette dynamique qu'on avait démarrée sur l'écologie politique en Bretagne et sur cette écologie positive et non pas punitive. L'écologie positive avec des solutions, parce qu'en fait on sent l'éco-anxiété qui arrive de partout. Je pense qu'il faut redonner de l'espoir aux gens, de l'espoir concret, c'est-à-dire donner des solutions, parce qu'on en a, on en a. Et ceux qui pensent qu'on peut continuer comme on a toujours fait, qui se voilent la face, pendant des années, en tant qu'écologiste, j'ai été traité d'utopiste. Et je me dis aujourd'hui, les utopistes, c'est eux, c'est pas moi. Aujourd'hui, nous, on est plutôt réalistes et pragmatistes. Voilà, j'allais dire l'utopie a changé de camp. En tout cas, merci infiniment d'être venu nous parler d'écologie ce matin, d'écologie positive. Christine Prigent, je rappelle que vous êtes conseillère régionale de Bretagne, Europe Écologie Les Verts, membre de la commission climat, transition et biodiversité. Vous êtes venu du pays de Morlaix pour être là en direct ce matin au micro de la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci et bonne journée à vous. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.